on va dire, un petit peu ces textes. Ah, grâce à vous, je comprends mieux. C'est-à-dire que votre langue maternelle hébraïque, c'est la liturgie. C'est Mm. quand même un premier point très fort Oui. d'une scansion, Mm. d'une musicalité, d'une langue Oui. qui n'est pas parlée mais prononcée Et pour chanter. et chanter. Et la deuxième chose, c'est la langue comme étonnement et surgissement, qui est une approche du monde qui vous correspond à tous les deux, finalement. Mm. Ce qui n'est pas donné à quelqu'un qui est né dedans. Enfin, on ne s'étonne pas du mot bleu. Enfin, on peut s'étonner après coup, alors que quand c'est une langue qu'on apprend, on se demande pourquoi bleu. Bien sûr, oui, oui. Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est vrai que, comme à Aaron, on le voit parfois sur certaines images, quand il lisait ses textes, quand il écrivait, quand il se relisait, il chantonnait. Et il y avait vraiment une musique. Et, et pour moi, l'hébreu a d'abord été chanté, a d'abord été une prière. Et j'ai perçu le sens de ces prières, non pas par le sens des mots, mais par la musique. Donc ça nous rapprochait. Et ensuite, je dis souvent que, alors, je suis extrêmement attachée au français et peut-être que l'une des raisons, parfois, je dis, pour lesquelles je traduis Aaron Appelfeld, c'est de manière très égoïste pour pouvoir, moi, le lire en français. C'est-à-dire que ce moment où je relis ma traduction, c'est le moment où je lis, où j'ai l'impression que je lis Aaron et que j'entre vraiment dans son texte. On pourrait dire, mais c'est bizarre, puisque je peux le lire en hébreu et je pourrais me contenter de ça. Mais non, en fait, je ne veux pas me contenter. J'ai besoin de l'écrire et de le lire en français. Et en effet, pour avoir vécu ce surgissement de la langue dans nos vies, à un âge où on commence aussi à questionner le monde et à se questionner soi-même, l'hébreu, pour moi, une langue, un outil de réflexion. Je ne passe pas un jour sans me poser une question sur un mot en hébreu. Mais c'est pas, j'ai jamais décidé de le faire. J'ai besoin de le faire, de me dire mais ce mot vient d'où. Une de mes plus belles découvertes de ces dernières années, que je partage dès que je peux, c'est c'est un jour ouais, je devais prendre la parole et je voulais partager quelque chose avec les gens que je devais remercier. Et je me suis dit, mais le mot art, d'où vient le mot art en hébreu? Alors, art, c'est omanout. Et la racine de omanout est très facile à trouver, c'est amen. Et, euh, et amen, on retrouve cette racine dans emuna, la foi, et emun, la confiance. Et amen, tel qu'on l'entend aussi voilà, dans les prières catholiques à l'église. Oh, mais en français, amen est entré dans le langage comme une sorte d'acte presque de soumission. On dit amen à tout, par exemple. Alors qu'en hébreu, amen, c'est la racine de la foi, de la confiance et aussi de l'art. Et je pense que voilà, pour Aaron, être un artiste, c'était aussi l'expression d'une sorte de foi qui dépassait la foi religieuse ou des institutions religieuses en tout cas. Voilà, donc il y a des jours comme ça où je prends un mot et je cherche. Je me dis mais d'où il vient, à quoi je peux le rattacher. Et c'est une langue qui me permet de penser. En fait, c'est toujours un peu le même travail, c'est-à-dire revenir à l'essentiel, revenir à la racine, trouver le sens derrière le sens, trouver le sens derrière le fait, quelque chose comme ça. Mm. Pour moi, c'est très très riche sur la traduction, et donc reste mon dernier chapitre sur vos deux livres. Oui. Euh, alors, je vais être un peu égoïste et je vais poser une question qui n'intéresse peut-être que moi, qui est, j'ai été très frappée par le titre mensonge. Comme si fiction voulait dire mensonge, et ces parallèles que vous avez fait entre les 10 justes et les 10 mensonges. Voilà, et je me suis vraiment demandé pourquoi, comment. J'ai beaucoup de problèmes avec le titre mensonge. C'est un titre que j'ai eu du mal à trouver un titre à ce livre. Et d'abord, j'ai eu du mal à écrire ce livre. J'ai mis 3 ans avant de pouvoir commencer la première phrase. Mais après avoir commencé la première phrase, j'ai écrit ce livre en 11 jours, je crois, dans un état presque second. Mais j'ai tourné autour pendant 3 ans et le titre, je pense n'avoir jamais trouvé le titre de ce livre. Alors, mensonge, pour moi, peut-être se rapprocher un peu du mentir vrai ou
de, de, de ce qu'est peut-être la littérature ou la fiction, c'est-à-dire une façon de raconter quelque chose qui ne s'est pas passé, mais en même temps, enfin, d'autres, et Aragon et d'autres l'ont dit bien mieux que moi, mais en même temps, à travers cette fiction, de raconter une vérité intime et profonde. Et puis il se trouve que dans les mensonges que je raconte, il y a le mensonge permet d'accéder à une vérité aussi de manière très, très concrète. Par exemple, un des premiers mensonges que j'ai fait dans mon enfance, c'était de dire à ma mère qu'à l'école, on nous avait dit qu'il fallait voir la série Holocauste au dossier de l'écran en 1979. J'avais 8 ans, un peu plus de 8 ans, et la série était interdite aux moins de 12 ans, ou fortement déconseillée. Mais j'ai menti parce que je savais que dans cette série, on parlait de quelque chose qui me concernait, qui s'était passé pendant la guerre et qui avait à voir avec les Juifs. Et c'est en regardant cette série assez décriée, assez kitsch, mais qui avait le mérite d'exister, que j'ai commencé à apprendre ce qui s'était passé en Europe 25 ans ou 30 ans avant ma naissance. Et donc le mensonge me semblait un peu un fil conducteur, et puis aussi parce que je commence le livre en prenant la parole, en disant j'ai vu le jour à Tchernovitz en 1932, et j'écris et je dis je, et ce sont mes mots, et ils sortent de moi, et pourtant je ne parle pas de moi, je parle d'Aaron. Mais quand je dis j'ai vu le jour à Tchernovitz en 1932, je le dis et je le ressens. Donc il y avait quelque chose peut-être sur l'illusion sur la fiction, mais je n'ai jamais vraiment trouvé le titre de ce livre et je ne suis pas tellement en paix avec lui. Mais c'est comme ça. Et je pense qu'Aaron ne l'aimait pas vraiment non plus, mais il avait une façon très facile. Pensait que dans ce livre, il y avait bien autre chose que ça. Mais bon, c'est ainsi qu'il existe. En revanche, je suis très attachée à ce livre parce que je pense que Mensonge est un livre qui, voilà, peut-être qui compte pour moi parce qu'il m'a fait effleurer et approcher quelque chose de ce qui est à l'œuvre en moi quand j'écris et de ma relation avec Aaron. Donc voilà, peut-être qu'un jour il sera réédité sous un autre titre, je ne sais pas. Qu'est-ce que Aaron vous disait sur le titre? Rien. Et justement, quand Aaron ne disait rien, il disait beaucoup. Il avait une façon de hocher la tête ou d'avoir un silence ou de hausser les sourcils d'un air interrogateur ou de dire ah bon, voilà, des petites choses très ténues qui disaient énormément et qui faisaient que très souvent, j'avoue que très souvent aux côtés d'Aaron, quand je disais quelque chose, il m'arrivait de me sentir aussitôt profondément bête. Mais c'était pas du tout. Il n'y avait pas de sa part une volonté de. Il n'y avait rien d'humiliant dans ce qu'il disait ou ce qu'il ne disait pas. Il n'y avait aucune position de supériorité. Mais il y avait juste tout le temps chez lui une telle acuité dans le regard et dans l'oreille. Et une telle précision dans ce que lui cherchait à dire, que cette précision-là, il a guetté aussi ailleurs. Et si on n'en faisait pas, voilà, si on était approximatif, sa façon d'écouter nous faisait aussitôt comprendre, en tout cas moi, j'entendais que j'étais approximative. J'entendais que j'avais dit quelque chose qui n'avait pas de sens vraiment. J'entendais, bon, à telle enseigne qu'après sa mort, je n'ai quasiment pas pu parler et entendre qui que ce soit, parce que tout résonnait faux, tout sonnait faux, et y compris ma propre voix. Mais parce que c'est presque comme s'il m'avait transmis une sorte de filtre dans l'oreille interne qui permet de détecter les fausses notes. Et si on ne sait pas jouer, voilà, moi je joue un peu du violon, peut-être voilà, il y a des morceaux qui sont particulièrement difficiles, autant ne pas les jouer plutôt que de les jouer faux. Et pour le langage c'est pareil, et Aaron avait cette oreille. Mais encore une fois, c'était dans une extrême gentillesse, hein. Il n'y avait rien de... C'était même pas gênant, vraiment. C'était simplement que quand il m'arrivait de dire quelque chose et d'entendre comment ça résonnait à ses oreilles et de comprendre que j'avais pas trouvé la bonne formulation. Et pour le titre mensonge, je crois que c'était le cas. Mais il n'y avait pas de jugement de sa part.
pas non, il ne s'autorisait pas vraiment le jugement parce que je crois que ça l'intéressait pas de juger, ça l'intéressait plus de... Il m'a dit, ah bon, mais pourquoi? Et bon, j'ai essayé de lui comprendre, voilà, là j'ai fait un lapsus, j'ai essayé de lui expliquer. Mais il s'est passé quelque chose de très 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 beau avec Mensonge. Dans l'écriture de ce livre, c'est que j'ai écrit la première partie qui est ce moment où je prends la parole à la place d'Aaron, la deuxième où je raconte 5 moments de vie qui m'ont mené peut-être à lui et vers cette rencontre. Et je pensais que le livre allait s'arrêter là, plus ou moins, ou que c'était voilà, la matrice du livre. Et au moment d'écrire la dernière phrase de la deuxième partie, où je dis, où je parle de notre première rencontre et je dis de loin on pourrait croire à un grand-père et sa petite fille, ou entendre dans l'oreille à un écrivain et sa traductrice en langue française, mais cette image est un leurre et elle dissimule une vérité bien plus profonde, comme la vérité nue des enfants perdus dans les bois. Quand j'ai écrit ces mots, comme la vérité nue des enfants perdus dans les bois, j'ai entrevu ce qui allait être ma troisième partie. Il était 21h10 à Paris, j'ai regardé l'heure, j'ai vu ce que j'allais écrire et j'ai un peu pris peur. Et là, j'ai téléphoné à Aaron et je lui ai dit, j'écris. Et c'est un livre qui me mène là où à un endroit qui me surprend. Et là, il y a eu un silence et il m'a dit, alors ça y est, tu es arrivé dans les Carpates. Et, et je lui ai dit, mais comment as-tu deviné? Il a ri. Et puis bon, il m'a dit, il m'a dit ce qu'il m'a dit. Ça aussi, c'est une façon... Il écrit ça dans les livres. Il dit ce qu'il dit. Donc il m'a dit ce qu'il m'a dit. Et puis il m'a dit d'y aller, d'avancer, de l'écrire. Et j'ai écrit la troisième partie en 2 nuits, dans un état vraiment second. Donc voilà, c'est un livre précieux parce que durant l'écriture même, Aaron était vraiment là. Je pense que pour les auditeurs, il faut que vous disiez mon premier livre avec Aaron, c'était Mensonge et cela racontait ta 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 ta. Et éventuellement même dire la dernière partie, il s'agit de patata patata. Donc mon premier livre avec Aaron, c'est Mensonge, et qui s'inscrit dans une collection Figures libres à l'Olivier, où Olivier Cohen demande aux auteurs d'écrire sur leur héros et de dévoiler par là un autoportrait. Et quand j'ai su que cette collection existait, je me suis posé la question, qui est mon héros? Et assez rapidement. Au départ, c'était Jean Valjean, et puis après Cosette, et puis finalement, et on les retrouve d'une certaine manière. Et finalement, très vite, je me suis dit que c'était Aaron, qui avait été une sorte de Cosette et de Jean Valjean pour lui-même. Et donc, dans la première partie, je dis je, en étant la voix d'Aaron en français, d'une certaine manière. Dans la deuxième partie, je dis je toujours, mais en étant moi, Valérie. Et dans la troisième partie, 2 enfants dans la forêt se rencontrent et se protègent et essaient d'échapper aux loups et puis ensuite aux hommes et vivent une expérience dans la nuit, dans une sorte de nuit presque continue, une expérience de rapprochement très 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 grande et de liens. Bon, évidemment, je ne pourrais pas et je ne voudrais pas commenter cette troisième partie, mais je pense que dans cette troisième partie où 2 enfants sont dans la forêt est niché le cœur du cœur du cœur de ma relation avec Aaron et de beaucoup de choses qui restent dans les silences